Aujourd'hui, la French Tech, si on doit lui donner l'image d'une start-up, je pense qu'effectivement, c'est une entreprise qui a peut-être fait sa série C, qui est en train de réfléchir à son exit. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marc Landré et vous écoutez le podcast de l'hypertransformation by SIA, le premier podcast qui vous ouvre les portes des entreprises où se joue la transformation de l'économie. IA, quantique, décarbonation, cybersécurité, spatiale et bien d'autres. Les révolutions technologiques ne se succèdent plus, elles se superposent et obligent les entreprises à se transformer en profondeur si elles ne veulent pas disparaître. Chaque mois, un dirigeant de premier plan raconte, sans langue de bois, comment il pilote cette hyper-transformation dans son entreprise. Pour le premier épisode de la saison 3, j'ai l'immense plaisir de recevoir Julie Huguet, la DG de la French Tech. Julie, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'ouvrir le bal des invités de cette nouvelle saison du podcast de l'hypertransformation by SIA. Je suis ravi. Laissez-moi pour démarrer vous présenter à celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore. Vous êtes savoyarde, c'est important, on le verra un petit peu plus tard pourquoi, et dirigez depuis fin 2024 la mission French Tech pour un mandat de 3 ans avec un mantra de dirigeante plus que d'évangéliste. Le business est la boussole. Là encore, on y reviendra. Votre parcours ne ressemble pas à celui des figures habituelles de la French Tech. Après vos études, vous passez plusieurs années dans l'horlogerie de luxe à Genève avant de fonder, en 2016, Coworkies à Annecy, une plateforme de freelance, j'ouvre les guillemets, en partant de zéro, sans argent et sans réseau. Vous levez 1,2 million d'euros et revendez l'entreprise début 2021 à freelance.com avant d'y bâtir pendant 2 ans le pôle People and Culture. Vous avez donc vécu un cycle complet de l'entrepreneuriat qui va de la création à la croissance en passant par la cession jusqu'à l'intégration et réussi ce que l'écosystème de la French Tech ne sait pas encore très bien faire, c'est-à-dire sortir. Parallèlement, vous présidez la French Tech Alpes et êtes artisane à ce titre du programme French Tech Rise pour les territoires côté jardin. Vous êtes très sportive, yoga, pilates et plus original, wakesurf sur le lac d'Annecy. Vous mettez une touche entrepreneuriale dans tout ce que vous faites et parce qu'on ne s'arrête jamais d'apprendre, vous avez décroché un Executive Master in Change Leadership à HEC Paris et Oxford en avril 2025. La mission French Tech que vous dirigez est une administration rattachée à la direction générale des entreprises à Bercy, dont l'objet est de faire grandir l'écosystème des startups françaises. Concrètement, vous créez des connexions entre entrepreneurs, investisseurs et grands groupes, vous ouvrez des marchés en France et à l'international, vous attirez des investisseurs, suscitez des commandes publiques et privées via des programmes comme Je choisis la French Tech ou encore plus récemment Choose European Tech. Vous développez du mentorat, passez des partenariats et délivrez un label ou encore pilotez des programmes ciblés comme le Next 40-120, la French Tech 2030, Tremplin ou encore le Pacte Parité. Voilà pour la présentation. Est-ce que votre mini-portrait et cette présentation de la French Tech sont corrects? Oui, c'est très complet. Rien à ajouter? Je pense qu'on va en parler pendant le podcast. Exactement. Merci en tout cas et on attaque. Ma première question, Julie, elle est simple et elle vise à lancer la discussion. Quelle est pour vous la définition de l'hyper-transformation de la French Tech en France et plus largement en Europe et dans le monde? Je pense que la French Tech, elle est en permanence en transformation. On est passé en seulement 13 ans de petites entreprises plutôt numériques, SaaS, à des entreprises qui sont aujourd'hui des puissances économiques. Donc, c'est déjà assez incroyable. Quand on regarde le Next 40, c'est 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires cumulé. C'est 45 000 emplois sur l'ensemble de la promotion. Et des entreprises surtout qui sont passées du SaaS et du numérique à la deep tech. Donc, qui sortent aujourd'hui des laboratoires, qui innovent dans des secteurs où on a besoin un maximum d'autonomie, comme l'industrie, comme l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment, pour moi, une transformation permanente avec à chaque étape des nouveaux enjeux. Et je crois que tu l'as dit juste avant, mais le prochain, c'est vraiment le passage à l'échelle. Comment est-ce qu'on arrive à créer des ultra-champions depuis la France et depuis l'Europe? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et encore pas mal de choses à développer dans le futur. Justement, vous l'avez dit, la French Tech a 13 ans, et le 13 ans, pour qui est parent d'ado, c'est un peu l'âge ingrat. C'est l'âge où on commence à contester l'autorité, on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire plus tard de sa vie. Si la French Tech était une start-up,
elle en serait où? Ça serait plutôt une série C, ça serait plutôt sur un plateau ou ça serait un pivot? Aujourd'hui, la French Tech, si on doit lui donner l'image d'une start-up, je pense qu'effectivement, c'est une entreprise qui a peut-être fait sa série C, qui est en train de réfléchir à son exit. Est-ce qu'elle doit revendre? Est-ce qu'elle doit s'appuyer sur la bourse? Comment est-ce qu'elle peut vraiment passer à l'échelle? Comment est-ce qu'elle va se transformer vraiment en leader mondial? Et c'est ça un peu les questions que se posent aujourd'hui nos entreprises. Si on doit faire le bilan peut-être déjà de la French Tech de nos jours, c'est quand même 18 000 startups. Une petite particularité de la France, c'est que presque 60% d'entre elles sont en dehors de Paris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que partout dans les territoires, aujourd'hui, en France, on est en capacité non seulement de créer une entreprise, mais surtout de faire en sorte qu'elle se développe avec quasiment les mêmes chances qu'une entreprise qui se créerait à Paris, c'est-à-dire les mêmes liens avec les investisseurs, les mêmes liens avec les clients, les mêmes liens avec l'international. Donc ça, c'est une chance qu'on a, puisqu'on a un réseau, et notamment le réseau vraiment des la force capitales du et réseau communautés, partout. Oui, parce que ce réseau, il a permis de structurer les besoins dont ont besoin les startups, qui ne sont pas les mêmes besoins qu'une entreprise traditionnelle, puisqu'on doit aller lever des fonds, puisqu'on doit aller chercher des marchés très rapidement, y compris à l'international, alors qu'une très belle PME peut se développer en région sans avoir ces besoins-là. Et donc, la startup, elle va avoir ces besoins-là et ces besoins de rapidité, souvent en s'appuyant sur des technologies de pointe. Et donc, si elle le fait dans une région, il faut que l'écosystème puisse répondre à ces besoins spécifiques depuis la région. Vous dites 60%, ça a toujours été le cas ou c'est avec le temps que la majorité est devenue en dehors de Paris? Non, les premières startups étaient à Paris et aujourd'hui, quand on regarde même au niveau européen ou dans d'autres pays du monde, souvent les innovations se font dans les capitales parce que l'écosystème est uniquement dans les capitales. Alors que nous, on a réussi à amener finalement cet écosystème dans les régions et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des innovations qui se créent dans les territoires en s'appuyant sur le savoir-faire économique et les talents des territoires. Typiquement, on pense au spatial à Toulouse, où là, on sait qu'il y a un historique d'innovation dans ces régions. Il y a des grands comptes qui peuvent aider les startups. Il y a déjà des talents. Et donc, on peut réapporter de l'innovation avec des entreprises comme, par exemple, Aura Aero, qui crée des avions électriques, comme Loft Orbital, par exemple, qui, au démarrage, se crée dans les régions, dans le spatial. Et donc, on s'appuie sur les capacités qu'on a dans les territoires pour réapporter de l'innovation sur des sujets sur lesquels on a besoin de vraiment venir innover et prendre une place au niveau mondial. Et ça, c'est grâce à cet écosystème régional. Et aujourd'hui, Toulouse se retrouve dans des classements mondiaux au même titre que San Francisco et New York, Grenoble pour la deep tech, exactement. Et donc voilà, c'est vraiment une chance qu'on a et qui fait que surtout, on contribue à la réindustrialisation aussi des territoires, puisque l'innovation et la French Tech, c'est pas uniquement des plateformes du numérique, c'est aussi de l'innovation dans l'industrie. Et donc aujourd'hui, on a typiquement, rien que dans le Next 40-120, une quarantaine d'usines ou de projets en construction d'usines sur l'ensemble des territoires français. Si on reprend un petit peu ce réseau French Tech, vous l'avez dit, très implanté finalement hors de l'Île-de-France, avec des spécificités particulières. Cette décentralisation, on a un peu l'impression que c'est un effet de com et que c'est pas vraiment réel, mais vous nous dites le contraire. Non, c'est l'implantation dans les régions, c'est important et vous l'avez donné avec les exemples notamment de Toulouse et de Grenoble, mais plus globalement, à quoi ça sert concrètement ce maillage national et international quand on est une jeune poune, par exemple d'Annecy, je dis ça au hasard, qui veut ouvrir un marché à Séoul ou à New York? Alors, ce qui est intéressant, c'est que la French Tech, notamment, et on n'est pas les seuls acteurs de l'écosystème, une fois de plus, nous, on est là pour lier l'écosystème, mais justement, on permet aux entrepreneurs, peu importe où ils sont, de répondre à leurs besoins. L'international est un besoin qui est très important, puisqu'il faut aller chercher des marchés très vite si on veut se développer. On voit que c'est la grande différence par rapport aux concurrents étrangers qui, eux, sont tout de suite sur des marchés très porteurs à l'international, ce qui est fait défaut en France. Exactement. Donc, nous, on doit faire cet effort. C'est pas grave, on le sait, c'est comme ça, mais ça veut dire que dès le début de son entreprise, il faut penser à aller à l'international. Et donc, pour aller à l'international, ça veut dire identifier des marchés qui vont être structurants pour nous. On ne sait pas toujours, parce qu'on a le réflexe d'aller aux États-Unis, parce que souvent, on a des investisseurs aux États-Unis, que le marché est très gros et qui va très vite en termes d'adoption. Mais en fait, il y a aussi plein d'autres marchés qui peuvent être très intéressants pour les entreprises. Et donc, la French Tech, notamment, a aussi un réseau à l'international qui fait qu'on peut lier une startup qui va être à Annecy avec l'équipe de la French Tech à Séoul, avec l'équipe de la French Tech à New Delhi ou au Brésil, par exemple. Oui, je le rappelle, c'est 57 pays et 78 communautés à l'international.
Exactement. Et ça continue de progresser. Et ça continue, donc on labellise les communautés tous les 3 ans. Donc là, on vient de rentrer dans un nouveau cycle de labellisation. Donc on a en tout des 125 communautés en France et à l'international qui ont un plan d'action pour 3 ans pour développer l'innovation dans les territoires et pour aider les startups françaises à s'ouvrir à l'international. On les labellise pendant 3 ans. Elles font partie de ce qu'on appelle les Team France pour la partie internationale, c'est-à-dire qu'elles travaillent au sein du réseau diplomatique, avec les ambassades, avec les services économiques, avec Business France, etc., avec les CCE, et on font le pont entre ces startups et tous les besoins qu'ils pourraient avoir pour bien comprendre comment fonctionne un pays, est-ce qu'il y a un intérêt économique à aller ouvrir tel ou tel pays. Et on se rend compte qu'on a des startups qui, du coup, vont ouvrir des marchés auxquels elles n'avaient pas pensé. Donc, je pense par exemple à Swile, qui avait ouvert le Brésil, qui est devenu leader sur ce marché. Je pense à Blablacar, qui au démarrage était allé chercher l'Inde. Aujourd'hui, est leader en Inde, comme Brut est leader en Inde. Blablacar a d'ailleurs annoncé ouvrir 20 nouveaux pays là cette année, donc une expansion au total de 41 pays dans lesquels on peut retrouver l'entreprise. Et donc, ça, c'est vraiment clé dans le passage à l'échelle de nos startups. Et nous, on veut être là pour faciliter cette ouverture et ce déploiement à l'étranger. Mais ça reste encore une minorité, puisque de mémoire, je crois qu'il y a à peu près 38% du chiffre d'affaires des startups de la French Tech qui sont à l'international. Oui, c'est ça, exactement. C'est vraiment une de nos priorités de notre feuille de route, parce qu'aujourd'hui, on voit que ces entreprises, elles sont à ce fameux stade de la série C, si on veut un peu imager tout ça. Et donc, en gros, maintenant, pour passer à l'échelle, il y a 3 leviers. Il y a la commande, accélérer les commandes publiques et privées, l'investissement et l'international. Donc, ça fait vraiment partie de nos priorités et de faire en sorte que les startups, dès le début de leur stratégie, pensent à aller à l'international le plus vite possible. Et sur ce sujet de l'international, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas uniquement l'Europe, il y a l'Europe. Alors, ça reste un marché très fragmenté, mais il y a des startups qui arrivent très bien. Par exemple, Conto a une stratégie de déploiement européenne. Ils sont dans quasiment tous les pays d'Europe. Ça fonctionne très bien. Et on a des entreprises qui, eux, vont choisir des pays qui vont être stratégiques, comme l'exemple de Swile que j'ai donné, comme l'exemple de l'Inde que j'ai donné, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi, aidé par l'actualité, de nombreux pays qui veulent penser à développer leur activité économique en réduisant leur dépendance face aux États-Unis et à la Chine pour ne pas être pris en étau en cas de conflit géopolitique, et qui, du coup, comme le Canada, comme l'Amérique latine, comme les pays du Golfe, comme le Japon, la Corée, l'Inde, etc. C'est le non-alignement des années 70. Ouais, se disent, allez, travaillons ensemble. Et donc, il y a aussi beaucoup d'opportunités qui se créent comme ça pour nos startups françaises. Autre question un petit peu générale, vous décrivez souvent la French Tech, non pas comme un label, mais comme une infrastructure économique. Qu'est-ce que ça change concrètement de voir la French Tech comme une infrastructure et non comme un label, sachant qu'une infrastructure, ça s'entretient, ça se finance, ça se gouverne, et surtout quand les gouvernements passent plus vite que les levées de fonds? Eh bien, c'est une question qui est très intéressante et c'est pas anodin si on parle d'infrastructure économique. D'abord parce que la French Tech aujourd'hui, on veut qu'on la voie pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une puissance économique elle-même, qui crée de l'emploi, 450 000 emplois directs, plus d'1 million d'emplois directs et indirects sur l'ensemble du territoire, de la valeur. Je disais tout à l'heure que sur le Next 40-120, c'est plus de 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires cumulé, c'est 30% de croissance annuelle. On est sur des entreprises qui aujourd'hui sont des puissances économiques. Donc ça, c'est déjà hyper important que dans l'esprit des gens, ce soit clair et compréhensible. On ne parle pas de petites startups, on ne parle pas de 2-3 personnes qui jouent au baby-foot, on parle de véritables entreprises ancrées dans le territoire qui créent l'innovation utile à nos entreprises, utile aux citoyens. Et vous dites, c'est utile à la société, on l'a vu juste avant, ça sert même les questions de souveraineté du pays, et ça participe au progrès, au bénéfice de tous. Donc, il y a un vrai portage politique de cette infrastructure économique. Exactement. Pour autant, ça reste une infrastructure économique qui est rattachée à Bercy, à la Direction générale des entreprises. Donc, on incarne la stabilité, peu importe si on est dans une période d'instabilité politique comme on a pu la connaître la dernière année. Vous avez connu que ça, vous, d'ailleurs. Je suis arrivée dans un moment assez exigeant. Alors, j'aime la transformation et je me suis adaptée, mais tout à fait. Et donc, dans cette période-là, nous, on est là pour incarner quand même une stabilité d'action. C'est-à-dire qu'on a des programmes, on a des objectifs, peu importe l'instabilité, entre guillemets, peu importe ce qui peut se passer en France ou à l'international et qui pourra impacter nos actions. On est vraiment là pour incarner cette stabilité. Il y a une tradition dans ce podcast, ce sont les questions extérieures, des questions qui vous sont posées par des personnalités ou
une intelligence artificielle. Et la première césure, c'est maintenant, c'est la question de l'invité précédent, c'est-à-dire Philippe Aghion, le prix Nobel d'économie 2025, qui vous pose une question donc, et vous l'écoutez, et vous lui répondez après. Donc, cher Julie, quelles sont les barrières principales à votre action? Est-ce que c'est des barrières réglementaires? Quels moyens supplémentaires il vous faut? Et si je devais simplifier les réglementations, dans notre rapport IA, on avait dit les données de santé, il fallait plus d'autorisation préalable de la CNIL. Quel autre type de simplification réglementaire vous avez besoin? Alors, pour moi, il y a deux réponses. Déjà, merci à notre cher prix Nobel pour cette question. La première, c'est que les freins, ils sont pas uniquement réglementaires. Pour moi, ils sont culturels. Aujourd'hui, on a besoin, typiquement, on parlait de l'Europe, on a besoin de défragmenter le marché. Et c'est pas uniquement une question culturelle, c'est une question de créer des réflexes d'achat. La commande publique et privée fléchée vers les startups, c'est le premier levier de financement d'une entreprise. Il est aujourd'hui sous-exploité, que ce soit en France ou que ce soit en Europe. Un SpaceX a été créé avec 22 milliards de commandes publiques. Il y a une véritable volonté au démarrage de créer un champion du spatial. C'est la grande différence d'ailleurs entre les États-Unis et la France. Les États-Unis passent commande, la France subventionne. Alors, pour faire simple. Exactement. En fait, on a subventionné pendant longtemps. Aujourd'hui, ou investi, pas uniquement subventionné, mais aujourd'hui, il est vrai qu'on veut passer dans une logique d'achat. Mais la logique d'achat, en fait, c'est plutôt une logique culturelle. Parce que d'abord, il n'y a pas que la commande publique, il y a aussi la commande privée, qui est un véritable levier. Les grandes entreprises, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font ? Elles recherchent une solution d'intelligence artificielle. Elles vont se dire quoi pendant des années ? Elles disaient, je vais prendre le zéro risque, c'est-à-dire, je vais prendre l'entreprise qui est connue. Déjà, il y en a 2-3 qui sont connues. Je vois du marketing, je vois de la pub, etc. Donc, j'identifie que c'est les plus grosses. 2, je vais vérifier par des appels à projets que c'est bien les entreprises les plus stables, les mieux financées, etc. Et donc, voilà. Et donc, on va favoriser des entreprises souvent américaines, souvent étrangères, qui ont les reins solides, etc. parce que plus de moyens. Alors que peut-être qu'en France, ou peut-être que dans un autre pays d'Europe, j'ai une solution équivalente qui n'est peut-être pas encore complètement au niveau de ma solution, mais qui pourrait répondre à mes besoins. Et si je deviens client, potentiellement, je lui donne quand même une chance, elle aussi, de se développer et un jour d'être au même niveau que la fameuse solution américaine. Mais ça, on le faisait pas parce qu'on favorisait le zéro risque financier dans les habitudes d'achat. Là, on voit bien que, toujours aidé par l'actualité, c'est en train de se transformer. On le voit palantir, notamment dans la défense. Exactement. Et là, on se dit, OK, 1, je veux savoir où vont mes datas. 2, je veux pas en être privé parce que demain il y a un conflit géopolitique et que soit on me rajoute des tarifs et du coup c'est tout mon business model qui n'est plus rentable parce que je dépends de solutions, soit on me coupe carrément l'accès. Alors, du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est urgent, en fait, de changer ses habitudes d'achat pour passer du zéro risque financier à plutôt zéro risque de dépendance. Et donc, identifier les sujets sur lesquels on ne veut pas de dépendance, ensemble, public, privé, acteurs privés aussi ensemble, peuvent se dire, voilà, sur l'IA, sur la cyber, etc., il y a des sujets sur lesquels je veux pas de dépendance. Sur cela, allons mapper les entreprises européennes qui pourraient répondre et on va flécher nos commandes vers ces entreprises-là. Ça marche, ça, parce que c'est votre programme Je choisis la French Tech, ou alors même celui que vous avez présenté à Vivatech cette année au niveau européen. Sur la France, par exemple, j'ai lu, c'est 23 grands groupes qui sont engagés pour un objectif de 2 milliards d'euros d'achat, c'est-à-dire le double d'avant. Ça semble quand même assez peu quand on voit les enjeux de souveraineté, quand on voit les enjeux économiques qui sont développés par rapport aux superpuissances américaines. Pourquoi ça va pas plus vite ? Vous parlez de problèmes culturels, il y a vraiment un vrai problème de ce point de vue-là ? Parce que ça a été une transformation culturelle et qu'une transformation prend du temps, mais en fait on arrive à un moment où on est en effet boule de neige et où finalement ces résultats sont en train de doubler, de quadrupler, d'aller beaucoup plus vite. Le programme Je choisis la French Tech, typiquement, c'est des centaines d'entreprises engagées, mais on parle des 23 parce que les 23 se sont engagés financièrement et aussi se donc sont engagés... Donc c'est au-delà des 23. Ouais, exactement. En fait, il y a une centaine d'entreprises engagées, il y a une centaine... des milliers d'entreprises engagées, il y a une centaine d'entreprises et de structures partenaires, typiquement le MEDEF, France Digital, etc., qui déploient des actions pour faire en sorte que ce programme fonctionne. Et il y a 23 entreprises engagées. Quand je suis arrivée, il y a un peu moins de 2 ans, il n'y en avait que 8 engagées. Donc, on est passé de 8 à 23 grands groupes, principalement du CAC 40, qui s'engagent financièrement, mais aussi en termes d'action pour déployer et changer cette culture d'achat. Et elles le font ? Et elles le font. Et c'est là où, moi, je vois une véritable transformation et où les contrats se font. D'ailleurs, avant, vous voyez, il n'y avait pas
d'articles de presse, c'était uniquement levée de fonds. Aujourd'hui, on parle des contrats, des cas d'usage de ce qu'apportent les startups et des contrats qui sont faits entre les grands groupes et les startups. Et elles le font et elles vont vraiment transformer complètement leurs entreprises. Moi, j'ai moi-même fait des pitchs devant 200 acheteurs de BPCE avec la direction de BPCE pour dire transformez vos cultures d'achat. Voilà ce qu'on attend des achats maintenant. On veut des achats stratégiques. Je l'ai fait également devant les 11 000 collaborateurs de GRDF pour amener cette lecture de pourquoi c'est important qu'on innove et qu'on innove européen. Et donc, c'est un travail que fait mon équipe et que je fais au quotidien et on accompagne les grands groupes et je vois bien toutes les actions qui sont déployées et l'effet que ça a. Les transformations culturelles, ça prend du temps, mais par contre, il y a un moment donné où quand ça fonctionne et où quand tout le monde va dans la même direction, on a des résultats qui sont incroyables, bien plus parfois que de changer de ligne dans une réglementation. Parce que c'est une volonté et qu'on décide vraiment de mettre nos efforts dans le même sens. Et c'est pour ça que ce programme, on l'a déployé aussi sur le public. Et donc, dans la partie publique, typiquement, on vient de déployer un réseau d'ambassadeurs Je choisis la French Tech qui sont dans tous les ministères et organisations. Ça, c'est tout récent. Hein. Ça, c'est tout récent. Annoncé à Vivatech. Ils sont nommés. Ils travaillent déjà avec nous. Et l'objectif, c'est qu'ils fassent vraiment le pont entre les achats, les besoins des ministères, les solutions proposées par les startups pour s'assurer qu'il y ait de plus en plus de deals qui se fassent et pas que les commandes soient fléchées vers d'autres entreprises. Et vous avez couplé avec une formation en ligne, justement, sur comment on aide une start-up à ajouter déjà l'État à sa liste des clients, parce que pour qui l'a déjà fait, c'est quand même un bordel sans nom que d'avoir l'État comme client. Oui, alors c'est pas évident et en même temps c'est hyper structurant et c'est aussi très rassurant pour d'autres clients. Quand on voit qu'une start-up a réussi à avoir un contrat avec l'État, en fait c'est un gage de garantie à la fois pour les entreprises privées mais aussi pour l'international où on se dit ok, si l'État français a signé avec cette entreprise, c'est un peu comme un label aussi. Donc c'est vraiment important pour que les entreprises aient aussi ce réflexe et c'est pour ça qu'on a fait cette formation, c'est la French Tech Academy, pour vraiment donner les clés aux entrepreneurs sur les marchés publics pour qu'ils sachent comment les identifier, comment y répondre, maximiser leurs chances d'obtention de contrats. Et enfin, le dernier point, c'est que ce réflexe d'achat, en fait, il faut le penser au niveau européen. C'est pour ça qu'on a lancé pendant Vivatech avec les ministres... Choose European Tech. Exactement. Avec les ministres Haddad, donc sur la partie Europe, et Anne Le Henanff sur la partie intelligence artificielle et numérique français. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de dire ok, ce qu'on fait là, ça fonctionne en France, on le voit et c'est en train de faire boule de neige. Maintenant, il faut qu'on aille le chercher au niveau européen parce que un client français, mettez-vous dans la peau d'un CAC 40, d'un Orange qui va regarder une solution française ou une solution américaine. Peut-être que la solution française, elle n'existe pas. Est-ce que vous pensez qu'il a vraiment le temps d'aller faire un benchmark et de vérifier qu'en Europe, peut-être en Serbie ou je ne sais pas où, il y a peut-être quelque part une autre solution qui peut concurrencer la solution américaine? C'est quand même compliqué. En France, ils arrivent à le faire justement grâce aux dispositifs qu'on met en place, etc. Donc maintenant, ils arrivent à rencontrer assez facilement les bonnes solutions, parce que souvent, c'est des solutions qui ont aussi moins de moyens, font moins de marketing, etc. Mais si elle est dans un autre pays, ça commence à être vraiment compliqué. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment le faire au niveau européen, parce qu'il faut qu'il y ait ce réflexe d'abord je regarde s'il y a une solution européenne et s'il n'y en a pas, après je vais voir les solutions américaines ou chinoises. Parce que on va pas se leurrer, on va pas se mentir. Je dirais le périmètre d'action pour faire face à la puissance américaine ou à la puissance chinoise, c'est le continent européen. La France seule peut pas lutter en termes de financement, en termes d'infrastructure, en termes d'écosystème. Donc c'est vraiment au niveau européen. Pourtant là on se voit que ce Choose European Tech, c'est 8 pays. Il n'y a pas l'Italie, il n'y a pas les Pays-Bas, il n'y a pas les pays nordiques, mais il y a, vous l'avez dit d'ailleurs, la Serbie, la Roumanie. Comment s'est constitué ce club des 8? L'Allemagne, la Belgique. Non mais ils vont nous rejoindre. On l'a fait en fait pour embarquer les pays. On a des homologues de la French Tech. On a les ministres qui ont engagé aussi les ministres à leur niveau. On a les réseaux diplomatiques qui sont allés chercher les réseaux diplomatiques en face et on s'appuyait sur les réseaux de la French Tech en Europe pour aller chercher des grandes entreprises européennes. Et une fois qu'on coche toutes les cases, on les accepte officiellement dans le programme. Donc au lancement, on en avait 8, mais bien sûr qu'on travaille avec beaucoup plus de pays. Pour en avoir d'autres. Et on se donne rendez-vous lors du salon Adopt AI qui aura lieu à la fin de cette année pour montrer la montée en puissance justement du programme. Ouais. Et l'objectif, c'est vraiment d'identifier des secteurs prioritaires et de définir des actions communes pour rendre le continent européen plus fort, plus grand, plus haut, plus beau par rapport aux puissances américaines et chinoises.
Exactement. Et je pense que cette souveraineté, on peut même, c'est ce que je disais un petit peu en préambule tout à l'heure quand on parlait de l'international, mais progressivement, on pourra même l'imaginer avec des pays qui sont parfois plus éloignés. Par exemple, quand j'étais au Japon ou en Corée, j'ai visité des centres comme par exemple l'AIST au Japon et son équivalent en Corée, qui sont les centres de recherche dans lesquels on voit bien que les chercheurs français et les chercheurs japonais, typiquement, travaillent ensemble sur le futur de la robotique, le futur du quantique, le futur de l'intelligence artificielle, utilisent des infrastructures communes, parce que cette souveraineté, finalement, on veut la développer avec des pays de confiance. Et donc, ça veut dire l'Europe, évidemment, parce qu'on a une puissance de frappe qui est très importante en Europe. La commande publique, c'est 170 milliards en France, 3 000 milliards en Europe. Alors, bien sûr, tout ne peut pas être fléché vers des startups, mais c'est évidemment une échelle européenne intéressante. Mais je pense que notre souveraineté technologique de la recherche à l'adoption, on peut aussi la penser avec d'autres pays de confiance assez facilement. Autre spécificité du podcast, c'est la question IA qui a été générée par l'IA et qui est posée par une IA. Alors c'est une voix artificielle, c'est Eric, qui est une voix qui ressemble étrangement à celle de Philippe Aghion. J'y suis pour rien, mais c'est comme ça. Donc on écoute la question et vous lui répondez dans la foulée. Julie, grâce à mes semblables, on peut aujourd'hui créer une entreprise avec 3 personnes et quelques agents IA, là où il en fallait 30 hier. Certains prédisent même la première licorne avec un salarié unique. Si l'IA permet de faire des champions sans créer d'emplois, que devient la promesse historique de la French Tech et ses 450 000 emplois directs revendiqués? Faut-il changer d'indicateur de succès? Si oui, lequel? Merci pour votre réponse. Alors, il y a plein de choses. Moi, je ne crois pas à la licorne unique avec l'intelligence artificielle. Déjà, ça voudrait dire qu'on parle uniquement de sujets numériques. Si on parle d'industrie, si on parle de deep tech, de sortir une idée d'un laboratoire pour en faire une entreprise concrète, je vois pas comment l'intelligence artificielle peut le faire seule. Donc pour moi, il y aura toujours des emplois créés. Il n'y a pas uniquement du service, il y a aussi des produits dans la French Tech. Donc voilà, pour moi, c'est pas une question de... Enfin, je vois pas de menace en me disant tiens, grâce à l'IA, on va créer plein de boîtes et on arrêtera de créer de l'emploi. Non. Et puis aussi, je pense que ce qui est intéressant, c'est ce qu'on décide d'en faire de cette intelligence artificielle et quel ROI on cherche. Est-ce que vraiment on cherche à créer plein d'entreprises sans créer d'emplois? Déjà, ça limite beaucoup les secteurs, comme je l'ai dit. Mais ensuite, on voit bien, par exemple, Akemia, qui crée des médicaments, elle a décidé d'utiliser l'intelligence artificielle pour trouver des remèdes sur des maladies où il n'y en a pas. Le ROI, il peut être on veut réduire le temps d'attente aux urgences dans un hôpital. Le ROI, il peut être on va conquérir plus de pays en gagnant du temps, là où il nous fallait 4 ans, on va le faire en 6 mois, exemple de Blablacar. Donc en fait, le retour sur investissement, rare sont les fois quand je parle avec des entrepreneurs où on est sur j'ai envie de virer la moitié des gens de mon équipe. Pas du tout. Au contraire, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, comment on va pouvoir aider pour aller, pour se transformer, pour gagner des nouveaux marchés, pour changer notre business model, pour apporter quelque chose qu'on ne pouvait pas apporter avant à nos clients. Et on est rarement dans, alors au début, quand on faisait joujou avec les LLM et qu'on se disait, ah tiens, j'ai gagné 15 minutes par jour parce que j'ai mis en place une réponse automatique à je sais pas qui et je sais pas quoi. Et puis au final, on les passe à la machine à café avec ses collègues. Enfin, c'est pas très structurant. Il y a une vraie stratégie, une vraie recherche de ROI. Les dirigeants, ils essayent de faire quelque chose d'assez incroyable avec l'intelligence artificielle. Et je n'ai encore jamais entendu un entrepreneur me dire, tiens, je vais monter une boîte avec 0 salarié. C'est ça qui m'éclate en réalité. Donc voilà, sur ce sujet, ce que je répondrais, c'est plutôt... Vous n'êtes pas partie de la team substitution, vous êtes de la partie augmentation. L'IA va augmenter les salariés, va trouver des nouvelles transformation, et puis réel impact. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette intelligence artificielle? On peut sauver des vies, en fait. On peut aller chercher... exactement, on peut aller chercher des ROI qui sont très satisfaisants. Et je pense que l'homme, d'une manière générale, a quand même, avec un grand H, envie d'être utile, de donner du sens à son activité. Ça a toujours été le cas. On parle de sens en entreprise depuis des années. Je ne vois pas pourquoi l'intelligence artificielle viendrait balayer la nature profonde de l'homme, qui est quand même d'essayer d'avoir de l'impact sur ce qui l'entoure. On a parlé du niveau européen, on a parlé des questions de prise de commande publique-privée. Il y a un autre problème, c'est le financement.
Le financement, on s'est bien rendu compte en plus qu'il y a eu 3 années de contraction de capital risque en France. Là, ça semble repartir un peu en nombre d'opérations, mais si on prend les montants unitaires, ça reste encore assez faible. Sauf que il y a quelques locomotives qui drainent un petit peu l'ensemble du mouvement. Je pense à Mistral AI ou je pense à Amilabs, qui aspirent le capital pendant que le milieu du peloton se finance un peu à la rentabilité et qu'on a un certain nombre de fermetures de boutiques à côté. Est-ce que la French Tech, malgré elle, n'est pas devenue aussi une espèce d'économie à 2 vitesses? En fait, il y a une véritable transformation à la fois de la French Tech, mais à la fois du paysage des investisseurs. C'est vrai en France comme c'est vrai dans d'autres pays, y compris les États-Unis. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe aux États-Unis en général avec 6 mois, 9 mois d'avance et on arrive au même résultat chez nous. En fait, il y a quelques années, on finançait des projets qui étaient surtout numériques et ça, c'est un peu ce que je disais. Développer une plateforme, ça coûtait de l'argent. Il fallait embaucher beaucoup de développeurs et finalement, en early stage, sur les premiers financements, on investissait là-dessus. Aujourd'hui, ce qui est en train de se transformer, c'est 2 choses. D'abord, l'early stage, parce qu'en fait, avec de l'intelligence artificielle, on crée pour quasiment rien ce qu'on devait financer autrefois à base de 1 million, 2 millions, 3 millions sur les premières phases de développement. Donc, le ticket d'entrée est beaucoup plus faible. Donc, le ticket d'entrée est beaucoup plus faible et les projets qui arrivent, lorsqu'on a un entrepreneur qui toque à la porte d'un investisseur qui fait du site, de l'early stage, en fait, il est parfois déjà rentable. Il a un outil qui existe déjà et ce qui va financer dès l'early stage, c'est plutôt son marketing, son passage à l'échelle. Première étape, en tout cas, du passage à l'échelle. Donc ça, c'est déjà assez différent. Et ça veut dire que, qu'est-ce qui se passe? Ces projets, on les voit moins en early stage, on les voit presque plus en série A, mais on les voit parfois pas du tout sur la première phase. En revanche, en early stage, on voit quoi? Une transformation complète, puisque l'on va aller plutôt vers des projets deep tech. Et donc, ces projets deep tech, on ne savait pas les financer avant. C'est des cycles plus longs, c'est des technologies qu'on ne connaît pas. Enfin, parfois, on nous parle de choses quand on est un investisseur généraliste qui connaissait le numérique et que d'un coup, effectivement, on a un chercheur qui sort de laboratoire et qui parle d'une innovation qui nous paraît encore pas très claire, sur lesquelles il n'y a pas forcément encore de produits ou de clients. Et pas de chiffre d'affaires même. Et pas de chiffre d'affaires, et pas de chiffre d'affaires avant longtemps, parce qu'il y a des phases de recherche. Typiquement, le quantique, il fallait y croire et investir. C'est pour ça que l'État s'est lancé. Mais évidemment que, en fait, c'est une autre forme d'investissement, mais qui néanmoins est très intéressante. Et on voit bien que les investisseurs qui étaient très généralistes aujourd'hui créent des poches deep tech ou se spécialisent. Et donc, c'est une véritable transformation du milieu des investisseurs qui est en train de se passer, qui fait que, du coup, on voit moins de projets early stage, c'est peut-être moins de petits tickets et plus vite des gros tickets parce qu'on est dans la deep tech ou qu'on est dans le passage à l'échelle des projets qui avaient besoin de moins de financement au démarrage. Donc, on se retrouve avec cette impression qu'il y a peut-être certains projets qui prennent tout l'investissement alors que d'autres non, mais c'est aussi qu'on a moins besoin d'investir sur des projets numériques qu'avant et que lorsqu'on investit, c'est plus sur des gros projets deep tech, de l'investissement long terme ou alors des projets qui passent déjà à l'échelle, comme par exemple un Alan, Penny Lane, qui eux aussi ont fait des grosses levées de fonds récentes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez modifié les critères de votre indice Next 40-120, justement pour avoir, c'est un peu votre vitrine des 40 et 120 entreprises qui ont le potentiel pour devenir des championnes internationales. Il y a un an, la Deep Tech, c'était 1 sur 10. Aujourd'hui, c'est 4 sur 10. Donc, on voit vraiment que vous avez aussi épousé cette transformation de l'écosystème jusqu'à le mettre en vitrine de votre indice. Exactement, on l'a accompagné aussi puisqu'on a créé le programme Petit Frère qui est le French Tech 2030 qui accompagne 80 entreprises uniquement Deep Tech. Ouais. Alice et Bob par exemple et Mistral sont passés par cette entreprise au démarrage, Akemia aussi par ce programme, je pense à Wondercraft aussi qui aujourd'hui sont des entreprises du Next 40 mais au démarrage sont passés par le French Tech 2030 à des phases beaucoup plus early stage au démarrage. On les a accompagnés et ces entreprises elles arrivent à maturité aujourd'hui. Et maintenant qu'elles sont à maturité, on les retrouve dans le French Tech 120 Next 40 et c'est pour ça qu'on peut se permettre désormais de transformer un peu nos critères pour leur laisser la place parce qu'on pense que ce sont des entreprises qui sont stratégiques pour la France, pour notre dépendance et donc on a besoin de les accompagner spécifiquement. Et puis l'autre raison pour laquelle on a changé aussi les critères, c'est qu'aujourd'hui en France, il y a 18 000 startups. Donc on peut se permettre, entre guillemets, maintenant, de se dire quelles sont les entreprises qui sont stratégiques pour la France, c'est-à-dire quelles sont celles qui permettent aux autres entreprises d'être plus compétitives et autonomes aussi, et quelles sont celles qui vont apporter du progrès pour le citoyen.
Donc, je prends souvent cet exemple parce qu'il est assez parlant, mais une entreprise comme Akemia, qui fait de la recherche de médicaments en utilisant l'intelligence artificielle sur des maladies où il n'y a eu aucune innovation depuis 20 ans, comme par exemple le cancer du cerveau et les glioblastomes, sur lesquels le traitement est le même depuis 25 ans, et ben cette entreprise-là, en fait, elle est en train de faire avancer la science, elle est stratégique pour nous et pour la France. Donc, on va l'accompagner. Et c'est pour ça que c'était vraiment important qu'on revoie ces critères pour rentrer plus de deep tech, d'entreprises vraiment technologiques, mais aussi des entreprises qui servent le bien commun. Et qui ont une visibilité à l'international peut-être plus forte et qui permettent de donner une image de la French Tech différente de celle qu'elle avait avant. Et c'est sûr que lorsqu'on est, et c'est une force de la France, on sait qu'on a des super laboratoires, on sait qu'on a des écoles incroyables, on a parmi les meilleurs talents mondiaux, il n'y a pas une entreprise dans le monde qui n'a pas de Français dans ses équipes stratégie, recherche, etc. Après, les Indiens sont forts aussi et il y a d'autres pays qui sont montés en puissance avec le temps. Bien sûr. Mais en tout cas, on a cette force-là. Et donc aujourd'hui, si on arrive à sortir du laboratoire pour créer des entreprises technologiques basées sur ces innovations qui sont parmi les meilleures et les rendre concrètes et les rendre accessibles, eh bien évidemment qu'on se démarque sur la scène internationale parce que tout le monde n'est pas en capacité d'avoir des entreprises de ce niveau-là qui sortent des laboratoires avec de vraies innovations technologiques. Il y a d'autres particularités, d'autres freins à lever dans la French Tech qui, pour moi, à mon avis, vont être plus difficiles. Je pense déjà à la féminisation des directions. Aujourd'hui, il n'y a que 2 femmes qui dirigent une entreprise du Next 40. C'est Pigment et Kobli. Il y a aussi une question de diversité sociale. Je veux dire, la French Tech, c'est une reproduction sociale à l'identique de ce qu'on connaissait déjà. Et puis, il y a un rapport français à l'échec qui est très particulier, qui n'existe pas à l'étranger. Comment, concrètement, vous pouvez lever ces freins-là, faire en sorte qu'il y ait plus de femmes, qu'il y ait plus de diversité et que ce rapport à l'échec, on parlait tout à l'heure avant de Bercy avec le droit à l'erreur, comment on peut aussi l'insuffler dans cet écosystème et faire en sorte que ce soit pas que des mots, mais des vraies réalités. Ouais, non, mais c'est sûr. Moi, quand j'ai monté mon entreprise en 2016, je me rappelle à l'époque, je regardais déjà les statistiques et les articles. Je me rappelle d'un article des Échos qui avait déjà quelques années à l'époque qui disait moins de 2% des fonds vont vers des femmes qui entreprennent. Bon, aujourd'hui, les statistiques n'ont pas évolué, voire elles ont régressé. Et donc, c'est un constat qui est compliqué parce que beaucoup d'acteurs ont essayé de trouver des réponses, ont essayé de faire bouger les choses. Je pense par exemple à Sista, qui a quand même engagé tous les investisseurs. Mais pourtant, pour autant, les choses ne changent pas et ne changent pas assez vite. Donc, c'est un véritable enjeu. Le constat est tel qu'aujourd'hui, il faut mener des nouvelles actions. Il faut essayer ce qui n'a peut-être pas encore été tenté. Moi, ce que j'ai constaté en arrivant, c'est qu'aujourd'hui, sur la partie création de start-up, de profils issus de la diversité, quelle qu'elle soit, que ce soit des femmes, il y en a. Que ce soit des personnes qui ne viennent pas du milieu de la tech, il y en a. Des quartiers prioritaires, il y en a. Des zones rurales, il y en a. Parce qu'aujourd'hui, on peut créer une entreprise partout. Il y a des structures qui existent déjà, Diversides, Les Déterminés, Willa, qui aident vraiment ces phases early stage, l'escalator aussi de Maurice Lévy, qui aide ces entrepreneurs à créer, à commencer à se développer, peut-être à lever avec des business angels, etc. Mais après, ça bloque, il y a un plafond de verre, en fait. Et ce plafond de verre, c'est le réseau qu'ils n'ont pas, parce qu'ils n'étaient pas dans la grande école ou que leurs parents ne sont pas des personnes qui avaient eux-mêmes un gros réseau. C'est des biais, certainement qu'il y a encore beaucoup de biais autour de la réussite possible d'une femme, sinon on arriverait à lever probablement plus facilement. Et donc, il y a toujours ce plafond de verre qui fait que les personnes qui créent n'arrivent pas à passer à l'échelle, n'arrivent pas à lever des fonds, n'arrivent pas à convaincre des clients grands comptes, n'arrivent pas à s'ouvrir suffisamment vite et soit revoient leurs projets, leurs ambitions à la baisse, entre guillemets, rendent leurs entreprises avec une croissance, on va dire, plus stable, plus petite, embauchent moins et restent à un stade de 4-5 salariés, mais ne vont pas faire ce fameux passage à l'échelle en se décourageant, soit il y a des projets qui échouent, mais en tout cas, on n'arrive pas à les voir arriver dans le Next 40-120, qui serait un peu l'indice de référence en se disant, tiens, ça y est. Et la vitrine. Voilà, ça y est, on y arrive, on a 15% de femmes, ça y est, on a 20% de femmes, ça y est, et là, alors que là, voilà, on n'y arrive pas. Il y a aussi des questions réglementaires parce que quand on a eu un échec, qu'on a été entrepreneur, on est fiché à la Banque de France et on est interdit de gestion et en tout cas on a du mal à rebondir pour aller vers un nouveau projet de création. Ouais, alors ce sujet-là, même si ça s'est amélioré avec le temps. Non, mais ça c'est vrai. Alors ça, ce sujet-là, il est encore à part. C'est qu'est-ce qu'on fait quand on plante sa boîte et comment on est perçu par la société, parce que en réalité, aujourd'hui c'est une catastrophe. Un entrepreneur qui a tout donné dans son entreprise, de l'argent, du temps, qui arrive au bout au moment où
ça ne fonctionne plus, perd sa boîte, parfois divorce même parce que finalement ça a été tellement catastrophique pendant des années qu'à côté dans la famille ça ne va plus non plus, et en plus il ne peut pas recréer facilement. Moi j'en connais des entrepreneurs qui n'ont pas pu recréer alors qu'ils avaient des super projets à relancer, ils ont dû attendre finalement, ça invite à recréer à l'étranger ou à devenir salarié. Donc tout ça c'est des choses qui doivent changer, mais là aussi je pense qu'on est quand même beaucoup dans de la transformation culturelle. Parce que c'est notre vision de l'échec qui devrait être plutôt cet entrepreneur-là, en fait, il a acquis de l'expérience et donc je le respecte encore plus et sa prochaine boîte, elle peut être que mieux parce qu'il sait quelles erreurs ne pas faire, comme on le fait aux États-Unis, et lui faire encore plus confiance et investir encore plus dans lui. Donc pour moi, il y a quand même une transformation culturelle autour de ces sujets qui doit être menée. Sur la diversité aussi. Alors nous, sur la diversité, parce que du coup, j'en ai pas parlé, mais on va plutôt actionner un programme autour de l'accélération des projets qui existent déjà. Parce que justement, on voudrait casser ce plafond de verre et faire en sorte que les entrepreneurs arrivent à avoir accès au même niveau de réseau diplomatique, politique, presse, clients, investisseurs, avec toutes les clés de comment ça fonctionne et qui repartent avec un vrai réseau à activer, etc. Donc, pour nous, c'est là-dessus qu'on va agir et aussi accompagner évidemment les entreprises du Next 40-120 à se féminiser au travers de différentes actions. Et sur la partie de l'échec, c'est plutôt, moi je pense, un sujet global qu'il faut régler, c'est les exits, les sorties en fait des entrepreneurs, que ce soit parce qu'ils échouent, que ce soit parce qu'il est temps de revendre, ou parce qu'ils devraient passer à l'échelle en rentrant en bourse et que c'est encore compliqué en Europe, ou pas accessible aux États-Unis parce qu'ils sont peut-être pas encore au même niveau. Et donc, la question de l'échec, pour moi, elle s'inscrit aussi dans ces grandes transformations à mener autour des exits des entrepreneurs. Alors justement, les exits, parlons-en, et vous êtes bien placé pour en parler. Vous êtes l'une des rares dirigeantes de l'écosystème à avoir réussi votre exit. Sans rachat ni introduction en bourse, le capital, on le sait, ne se recycle pas, les talents ne circulent pas, la génération suivante de mentors et de business angels ne naît pas. Vous dites souvent d'ailleurs que lors des acquisitions par les grands groupes, souvent, on vient tuer le bébé. Ça veut dire quoi et qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui freine? Il est où le problème? Alors effectivement, c'est intéressant. Alors en fait, moi j'avais ma petite idée, mon avis sur le sujet. Quand j'en parle à des entrepreneurs ou que j'en parle avec des grands comptes, chacun a un peu son opinion et surtout des expériences assez différentes et des perceptions assez différentes des rachats. Si on interroge des cabinets de M&A ou des personnes qui ont accompagné, ils ont encore un point de vue différent, une autre vision. Et donc, je me suis dit, c'est intéressant si on doit accompagner une accélération des exits et mener des actions pour faire en sorte que ça se débloque, parce qu'aujourd'hui, il n'y en a clairement pas en Europe. Et c'est aussi important parce qu'on ne veut pas perdre nos startups et qu'elles soient rachetées aux États-Unis parce que nous, on n'est pas en capacité de les racheter. Donc, l'objectif, c'est de se dire, avant de mener une action, il faut qu'on puisse avoir de l'info fiable. C'est comme en entreprise, on peut pas piloter sa stratégie si on n'a pas les bonnes datas. Voilà. Donc du coup, à mon initiative, on a lancé une grande étude nationale et même internationale. Avec 20 partenaires en France et à l'international. Plus tout notre réseau French Tech, qui du coup mène à nos côtés des interviews qualitatives et quantitatives. On a un questionnaire en ligne qui est déjà assez bien fourni, plus des entretiens entre 45 minutes et 1 heure avec des personnes qui ont soit vendu, soit racheté, soit accompagné ces opérations de rachat, pour essayer de bien comprendre quels sont les freins culturels et structurels. Qu'est-ce qui fait qu'on ne se comprend pas? Qu'est-ce qui fait qu'on loupe un rachat? Et qu'est-ce qui fait que ça marche quand ça marche? Vraiment bien comprendre ces subtilités. Et c'est important. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a... Parce qu'on ne s'est jamais posé la question. Alors déjà, c'est assez tabou en fait ce sujet de l'exit. D'abord, on n'en parle pas trop parce que c'est de l'argent. C'est de l'argent, donc voilà. Il y a un peu ce côté-là pour les entrepreneurs. Si on affiche trop sa réussite, c'est pas toujours bien vu. Il faut rester un peu dans un entre-deux mou, quoi. Parfois, on réussit pas trop, on échoue pas trop. Et puis c'est tabou parce que un investisseur, un grand compte, un entrepreneur va pas avoir les mêmes enjeux, va pas forcément vouloir sortir en même temps, va pas avoir les mêmes critères de réussite quand on parle d'un achat. Donc finalement, on n'en parle pas trop. Et donc nous, on s'est dit, il faut absolument qu'on ait un maximum, qu'on documente d'expériences, de cas concrets, de retours vraiment d'expérience pour voir là où il y a des freins qui sont réels, là où c'est juste une histoire de perception. Par exemple, une grande entreprise qui dit les startups, on les rachète pas parce que la valorisation est trop chère. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui ? Non.
En fait, c'était vrai sur la première vague de start-up. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient très valorisées par les levées de fonds, alors que maintenant, elles en font beaucoup moins. Souvent, c'est des entreprises rentables et structurées qui peuvent être intégrées beaucoup plus facilement. Donc, il y a aussi cette notion de un peu démêler tout pour comprendre qu'est-ce qui est une information fiable, réelle et sur laquelle on va pouvoir travailler un vrai frein culturel ou structurel et qu'est-ce qui est une histoire de perception. Alors, vous en êtes toute cette étude ? Alors, cette étude, elle est en cours. On a commencé à sortir quelques chiffres qui sont assez intéressants récemment. En septembre, on travaille sur toutes les datas. Donc, on commence déjà, mais en septembre, on va pouvoir avoir toutes les datas. On va travailler, on a monté un board pour nous aider, qui est composé de grandes entreprises, de partenaires M&A, d'entrepreneurs qui ont vendu et ils vont nous aider à challenger les résultats, l'analyse des résultats, les témoignages qu'on a. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a énormément de témoignages, de verbatim pour illustrer un petit peu la perception qu'ont les entrepreneurs ou les racheteurs. Et on va présenter le résultat de cette étude certainement fin octobre. Et puis, grâce à ça, l'objectif, c'est vraiment de se dire, moi, j'ai envie qu'on mène une transformation qui s'appuie sur l'écosystème. C'est pas juste à la French Tech de résoudre un problème pareil, on en est complètement incapable. En revanche, si les grandes entreprises travaillent pour mieux préparer leurs opérations de rachat, si les entrepreneurs sont mieux formés à ce qui les attend, que la communication se fait plus en amont, si les investisseurs aussi participent plus activement à ces opérations et si nous, en tant que Mission French Tech et État, on fait aussi notre part du job, en fait, il y a de fortes chances quand même pour qu'on débloque pas mal de situations. Plus globalement, pour en revenir à ce que vous dites sur des questions de souveraineté notamment, si demain Apple ou Microsoft met 30 ou 50 milliards sur la table pour acheter Mistral AI au hasard, et on a appris il y a quelques temps qu'il y avait un gros contrat qui était passé par Microsoft avec Mistral AI, donc c'est pas totalement stupide comme question. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit oui ou on dit non ? Je pense que il faut poser la question à Arthur Mensch le premier. Moi, je crois qu'il a quand même basé sa stratégie sur je veux faire la première solution souveraine en intelligence artificielle. C'est ce qu'il prône. Il a convaincu de nombreux grands groupes. Il a convaincu des organisations publiques. Il a le soutien du chef de l'État. Oui, et puis pas que du chef de l'État. Je pense de plusieurs chefs d'État. Donc aujourd'hui, j'ai du mal à imaginer que particulièrement Arthur Mensch fasse le choix d'une revente aux États-Unis, loin de là. Après, peut-être que ce serait valable pour d'autres entreprises qui jouent moins le jeu de cette souveraineté. Et c'est là où il faut être très attentif à faire en sorte qu'une entreprise puisse se développer et passer à l'échelle depuis l'Europe et leur donner toutes les conditions pour qu'elles ne soient pas face à un mur à un moment donné dans l'obligation, entre guillemets, de revendre à un acteur qui serait américain. Oui, puisqu'il faut qu'il y ait une alternative européenne. Exactement. Si on interdit le rachat, par exemple, pour une société américaine, il faut qu'on ait une alternative au niveau du continent. Exactement. C'est pour ça qu'il faut débloquer les rachats. Après, c'est pas forcément une alternative de rachat. Parfois, il y a des entreprises qui en viennent à revendre parce qu'elles n'arrivent pas à lever des fonds, parce qu'elles sont bloquées pour d'autres raisons. Donc, c'est pour ça que c'est important vraiment qu'on ait un écosystème qui soit vraiment solide en Europe, autant sur les questions d'investissement, de commandes, d'exit, d'ouverture de l'international pour qu'elles aient tous les marchés qui soient suffisants à leur développement. Et donc, toutes les conditions finalement réunies pour qu'on puisse créer un champion mondial depuis l'Europe. Justement, ces champions, ces géants, comment on fait pour y arriver ? Aujourd'hui, dans le Next 40-120, il y a 30 entreprises qui dépassent les 100 millions de revenus, mais aucune le milliard. Pourquoi, 13 ans après la création du label French Tech, on n'a qu'une seule Décacorn, Mistral AI, on en parlait juste avant, et qui a été créée il y a que 3 ans. Alors sur le sujet des licornes / décacornes, c'est un indicateur qu'on a complètement arrêté de compter en réalité en France. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, il y a plusieurs moyens de créer des champions. Il y a la levée de fonds qui nous permettait à l'origine, et c'est pour ça qu'on comptait les licornes, parce que c'était le seul indicateur qu'on avait qu'une entreprise avait un potentiel de devenir un champion, parce qu'elle avait fait une grosse levée de fonds. Mais en fait, on voit bien que dans nos entreprises... avec un multiple de 10 ou 15. Exactement. Et donc, la valorisation était élevée. Mais en fait, l'entreprise n'était pas forcément plus développée. D'ailleurs, beaucoup d'entre elles, aujourd'hui, sont devenues rentables et ne vont plus chercher des survalorisations et des levées de fonds. Et dans le Next 40-120, on voit bien, il y a la moitié des entreprises qu'on prend sur critères de levée de fonds parce que c'est souvent des entreprises moins avancées, en fait, en termes de business, mais qui ont un gros potentiel et qui ont levé des fonds.
qui ont encore beaucoup de recherche, et des entreprises qui, elles, en revanche, sont en train de se développer, beaucoup d'emplois, beaucoup de revenus, de la rentabilité et plus besoin de lever des fonds. Et ces entreprises, si on compte uniquement les valorisations, on les compterait pas dedans, alors que souvent, elles sont plus développées que les autres. Donc, en fait, aujourd'hui, on ne compte plus vraiment ça parce qu'on voit bien qu'en Europe et en France, une entreprise, elle se développe de manière souvent différente et ça prend aussi plus de temps évidemment qu'aux États-Unis pour plusieurs raisons, parce que le marché est plus petit, parce que l'adoption est plus lente. Les financements sont moins là. Et les financements sont moins là. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peut-être qu'une entreprise qui se crée en 2-3 ans aux États-Unis va prendre 10 ans, 15 ans pour devenir un champion mondial et la stratégie et sa trajectoire, ça sera très différente de celle qui est empruntée par une entreprise américaine. Sur les secteurs d'avenir, vous l'avez dit, il y a 10 ans, la French Tech, c'était plutôt des logiciels sur abonnement, des SaaS, des places de marché ou des sites de e-commerce. Aujourd'hui, on a des champions qui travaillent dans l'IA, le quantique, le spatial, la défense, l'énergie, la santé. Est-ce à dire que les Penny Lane ou autres Doctolib et Brevo, c'est fini ? Ou est-ce qu'ils ont encore de beaux jours devant eux à l'ère de l'IA, du quantique, du spatial ? Non, évidemment, ils ont encore de beaux jours devant eux. Et d'ailleurs, pour eux, c'est un regain aussi grâce à l'intelligence artificielle. Ils peuvent ouvrir de nouveaux marchés, revoir leurs modèles, se développer. C'est ce que fait un Alan quand il relève des fonds. Il repart en conquête. Une deuxième phase de croissance l'attend. C'est ce que vient de prouver encore Blablacar avec ses 21 nouveaux marchés annoncés. Donc non, ces entreprises qui avaient atteint un certain stade de maturité se servent, elles aussi, des technologies qu'on a aujourd'hui à disposition pour passer la next step et devenir exactement et devenir des champions mondiaux et donc ça c'est super. Par contre effectivement ce qu'on voit c'est qu'il faut qu'on arrive à créer des entreprises de rang mondial aussi sur les technologies, les briques de technologie qui sont clés comme l'intelligence artificielle, la robotique, la cyber, le quantique, pour que on puisse avoir toutes les autres entreprises qui se créent et se développent. On peut aller dans tous ces secteurs-là alors on manque de financement, on n'a pas forcément l'écosystème qui le permet et on n'a pas la force de frappe que les Américains ont. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on choisisse certains secteurs plutôt que de continuer à saupoudrer et quitte à ne pas exister ? Bah ça, c'est une stratégie qui devra être adoptée par l'État, par l'Europe même. Aujourd'hui, moi, ma vision des choses à mon niveau, c'est que je pense qu'on devrait être dans tous ces secteurs-là, quoi qu'il en soit, parce que quand on parle de robotique, par exemple, on entend souvent des acteurs dire « Ah bah non, mais la robotique, c'est plié, c'est en Chine que ça se passe. » Mais en réalité, la robotique, c'est la phase ultime de l'intelligence artificielle. C'est l'intelligence artificielle appliquée c'est le physical AI. Exactement, à tous les secteurs comme l'industrie, l'aide à domicile, etc. Donc si on maîtrise pas non plus la robotique, en fait, on maîtrise pas l'ensemble de la chaîne. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur, du semi-conducteur aux applications. C'est ce qui va permettre après à tous nos talents de créer plein de startups aussi et des applications concrètes dans la santé, dans l'industrie, dans les green tech. Mais il faut qu'on maîtrise vraiment ces technologies. Et moi, je pense que c'est important qu'on décide dès aujourd'hui de le faire et en utilisant les leviers qu'on a sous-exploités, une fois de plus, la commande, etc. Parce que finalement, au travers de ça, certains parlent aussi évidemment de l'épargne pour investir. L'épargne française qui va exactement. Vers les États-Unis et la faire rester en France, notamment pour financer l'écosystème startup. Exactement. Et donc, si on utilise tous ces leviers, on n'a aucune raison de ne pas y arriver. Troisième et dernière césure de l'épisode avec la question présidentielle 2027, qui est toujours posée par Eric. Et là encore, on l'écoute et vous lui répondez dans la foulée. Julie, si vous avez un seul conseil à donner aux candidats à la présidentielle 2027 pour faciliter la transformation des entreprises de la French Tech, ça serait quoi ? Merci pour votre réponse. Un seul conseil à donner aux futurs candidats. Au pluriel. Au pluriel, il y en aurait plusieurs, je pense, de conseils. Ça serait d'abord de vraiment miser sur la tech française parce que c'est très important, autant pour l'État que pour nos entreprises, que pour nos citoyens, qu'on soit autonome dans les technologies qui sont vraiment indispensable à notre quotidien. On doit être en capacité d'avoir notre propre intelligence artificielle, nos centres de données, notre robotique, etc. Parce que si on est indépendant, on sera libre de pouvoir développer les technologies qu'on veut, de respecter nos valeurs, notre cadre, etc. Donc, il faut qu'on puisse avoir cette autonomie. Et donc, je les inviterai à soutenir véritablement les entreprises de la French Tech. Et je pense que je les inviterai aussi à découvrir ces entreprises vraiment en détail parce que je pense qu'on peut même aller plus loin
loin dans la transformation de l'État. Et je sais que donc, la transformation est un sujet que tu explores beaucoup et j'imagine que tu as aussi exploré la transformation de l'État. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec les startups qu'on a, on pourrait vraiment revoir notre modèle de santé, d'éducation, amener beaucoup d'innovation, améliorer le budget aussi, revoir un petit peu ce qu'on fait depuis des années et qui, à mon avis, pourrait être pleinement transformé. Donc, je les inviterais à explorer la tech française aussi comme levier de transformation. Ça revient à ce que vous disiez juste avant sur le ROI. Quel ROI on en Exactement. attend? Et on peut avoir un ROI très important, notamment dans l'administration. On arrive au terme de ce podcast, on s'en est pas rendu compte, mais ça fait déjà 1 heure qu'on discute, et on conclut par le portrait chinois pro du podcast, auquel il vous faut répondre du tac au tac, sans réfléchir. Si vous séchez, vous pouvez passer, mais vous pouvez pas appeler un ami ou demander le 50-50 du public. Quelle est votre devise professionnelle, si vous en avez une? Je pense que ça serait « quand on veut, on peut ». Dans le sens où, pour moi, en réalité, tout est possible. Ça me fait penser à un slogan présidentiel, ensemble, tout devient possible. Oui, mais collaboratif, je crois aussi. Votre geste écolo au quotidien pour réduire votre propre empreinte carbone? Alors, j'en ai pas mal, mais du coup, je vais promouvoir une start-up de la French Tech, Back Market. En IA, vous êtes plutôt ChatGPT, Gemini, le chat ou Claude? Évidemment, le chat de Mistral, Holotab de H Company, tous les outils français qui fonctionnent parfois bien mieux. Et je m'amuse beaucoup, je pense, avec Holotab à réserver mes vacances, faire des recherches sur Internet à ma place, et ça fonctionne très bien. Le métier que vous vouliez exercer quand vous étiez petite? Avocate. Le pitch de l'entreprise que vous allez créer à l'issue de votre mandat? Ah, pas mal! Je vais créer certainement une entreprise, elle est dans le domaine de la santé. Je pense qu'il y a tellement de choses à faire pour révolutionner ce secteur que ça serait la super entreprise qui utilise l'intelligence artificielle pour, soigner les gens. Ouais. La personne réelle ou fictive qui vous inspire tous les jours? Maurice Lévy, dans le business. J'ai découvert un grand monsieur qui apporte énormément à l'écosystème. L'endroit en France, mais j'ai ma petite idée, ou dans le monde, où vous aimez décompresser? Il y en a plusieurs. La Corse, j'adore. La Provence aussi. Et Annecy, évidemment. Un objet fétiche que vous avez toujours avec vous? Ah oui, le coq, c'est clair. Le coq de la French Tech ne me quitte plus depuis 2 ans. En tout cas, merci. On est arrivé au terme de ce premier épisode de la saison 3. Merci beaucoup, Julie, pour ce moment passé ensemble. Est-ce que vous avez un mot de conclusion, une dernière pensée à nous partager en réponse à une question essentielle que je ne vous aurais pas posée? Non, je pense que vraiment le dernier mot à partager, c'est si on veut s'assurer que nos startups françaises, elles deviennent des vrais champions, c'est un vrai travail d'équipe qui doit être fait, d'équipe de France. Donc je pense que voilà, une fois de plus, c'est le collectif qui va gagner. C'est quand les CAC 40, les acteurs publics, les politiques, les structures d'accompagnement et les entrepreneurs vont vraiment travailler main dans la main, tous ensemble dans une même direction. Et moi, je crois qu'on a vraiment le potentiel d'y arriver en ayant un jeu d'équipe. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner au podcast de l'Hypertransformation by SIA sur toutes les plateformes qu'il diffuse, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube et autres, pour être informé en temps réel de la mise en ligne du prochain épisode, dont l'invité sera début octobre, Maud Bailly, la CIO emblématique des chaînes d'hôtels Sofitel Legends, Sofitel, M Gallery et Emblems. Merci à tous.